Bonjour, je vais vous communiquer mon texte consacré à Claire Lejeune, engendrement et dissidence. Le syntagme de deuxième naissance, d'avènement à soi, à la pensée poétique, n'est pas une métaphore dans le chef de Claire Lejeune. C'est à l'âge de 33 ans, à l'âge de la mort du Christ, qu'elle fait l'épreuve d'une illumination intérieure. Son œuvre tourne véritablement autour de cette date transfiguratrice, le 9 janvier 1960 à 11 heures. Le surgissement poétique vient de là, il vient d'un arrachement à ce qu'elle était et d'une expérience proprement mystique. Je parlerai d'une venue à l'écriture qui fulgure comme une déchristianisation poétique. Le texte de son premier recueil publié, La gangue et le feu, donc en 1963, traduit littéralement la genèse de cet auto-engendrement. Claire Lejeune a traversé l'épreuve de la gangue et du feu, une épreuve qui lui a permis de se déconstruire et de se reconstruire, de se dissoudre à même d'advenir sur son évanouissement, sur son évitement. La création poétique, également la création en prose ou théâtrale de Claire Lejeune, seront toutes logées à l'enseigne de cet événement catalysant le verbe. L'écriture sera chez elle de l'ordre de l'excavation, d'une traversée remontée de la gangue et d'un arrachement au limbe grâce à la puissance du feu. Au fil des premiers recueils, Le Pourpre en 1966, La Geste 66 également, Le Dernier Testament 69, Elle la même année, Mémoire de rien 72, 72, le lecteur assiste à la construction conjointe d'une subjectivation qui est polyphonique et diffractée et d'un espace poétique dans une consubstantialité intime des deux phénomènes. L'arrachement à soi, l'arrachement au monde, à son ordre, à son système de loi, adopte le visage d'un arrachement continué que je verrais comme le miroir inversé et hétérodoxe de la création continuée du monde chez Descartes. Les livres de deux de ses essais poétiques, le livre de la sœur, 1992, le livre de la mère, 1998, témoignent des vagues d'auto-engendrement d'un corps-œuvre dont l'ambition et la nécessité vitale se placent sous le signe d'une subversion de l'héritage métaphysique. Et ici, j'ai convoqué donc René Descartes ici, c'est afin de pointer combien Claire Lejeune occupe une position de dissidence absolue. Étrangère, en sécession par rapport au cartésianisme, elle dissout le cogito ergo sum par la formule rimbaldienne « je est un autre », au même titre que son œuvre entreprend la déconstruction poétique de la pensée métaphysique, de la pensée patriarcale et de l'espace du christianisme. L'expérience intérieure est celle du gouffre, de la parturition et de la donation d'un monde, comme Claire Lejeune l'écrit dans La gangue et le feu. Je la cite ici. « Alors j'ai su qu'il fallait désarmer, qu'on ne pénètre en soi qu'à genoux, avec son juste poids d'amour sur les épaules. J'ai su que c'était l'aube du premier jour et que j'allais me donner le monde. » Les recueils poétiques signent l'avènement d'une parole qui noue indissolublement naissance à soi hors des raies du patriarcat, expérience mystique d'un verbe politique et poétique, et subversion des piliers d'une civilisation qui a muselé les femmes. De ce dire, les 100 voix montent à l'existence et gagnent un processus de subjectivation que Claire Lejeune place sous le signe de l'ouverture à l'autre de la raison et de l'ouverture aux terres du symbole. Je la cite, « Nous ne faisons pas la poésie, elle nous fait de nous défaire. L'errance mise en voix n'est donc pas chez elle une image simplement métaphorique, mais elle donne véritablement la texture même d'une perte, à la fois subie et voulue, une perte des clés officielles du monde, comme elle écrit dans La gangue et le feu, j'ai perdu la clé de l'espace. » Comme je l'écrivais dans une recension parue dans le carnet Les Instants consacrée à « Pour trouver la clé, il faut perdre la mémoire des serrures », l'œuvre de Claire Lejeune, donc 1926-2008, est placée sous le signe de la fulgurance et d'une poétique radicalement novatrice qui entend décloisonner autant les savoirs que les expériences afin de traverser les chape du pouvoir, les chape de la domination et de recontacter les promesses à venir des origines. Le régime de la création
est celui de la nudité et d'une espèce d'extraction hors de la non-vie. Et donc, afin de phraser ce qui échappe au monothéisme d'une pensée vertébrée par la loi, qu'elle soit la loi de Dieu, ou la loi de son substitut, le Père, ou la loi du capital, il faut, pour Claire le Jeune, inventer une langue corps, une langue sororale, conquise littéralement sur les cendres du divin. Je la cite encore ici. La mémoire de la clé, de l'origine avec Y à origine, s'est perdue, car au nom du Père, sa langue fut coupée et interdite de transmission. L'entrée en écriture et la conquête d'un soi qui est un soi altéré, un soi diffracté, rime avec une violence, une dépossession, une extase proche d'une mystique sans Dieu, un Dieu confondu pour son imposture. Je la cite à nouveau, je la lis. Être dite, que la parole me précède, m'évide, se tire de moi, que je marque-boute contre elle, souveraine, et que je lui résiste, qu'elle me disperse, que je sois la pulpe des mots et le pouls du langage. C'est tiré de Le Pourpre. Le jeu écrivant, clairement, ne préexiste pas au mouvement d'écriture. Dans le « je m'arrive » dont parle souvent Claire le Jeune, résonne l'expérience rimbaldienne du jazziste à l'éclosion de mes pensées, et je la regarde. Une expérience sort de celle que traversent Marguerite Duras, Hélène Cixous, Clarice Lispector, dès lors que l'écriture arrive sans crier gare, arrive par-devers elle et par-delà la position de maîtrise. L'enjeu de la création, Claire le Jeune le partage aussi avec Artaud ou encore avec Nijinsky. Il s'agit de s'engendrer, il s'agit de venir à soi, hors de l'héritage du père et de la mère, et il s'agit véritablement de passer de l'inexistence à l'existence, par et dans le ventre des mots. Un ventre, une crypte, c'est une image récurrente dans l'œuvre de Claire le Jeune, qui se construit véritablement par un placenta qu'on pourrait appeler un placenta poétique. L'insurrection du verbe et la surrection d'une énonciation sont de l'ordre d'une initiation sur laquelle les textes reviennent sans relâche afin d'en interroger aussi le carburant, afin aussi d'en dégager un double mouvement qui est conjoint et indissoluble. D'une part, une espèce d'illimitation de soi, une espèce de fusion avec le dehors, et d'autre part, un phénomène de désappropriation. Comme l'a montré de façon brillante Daniel Bajomet dans la postface au recueil paru aux éditions Labor, ces deux dimensions ne sont antagonistes qu'en apparence. En réalité, elles sont intrinsèquement liées et elles composent les deux phases de l'expérience mystique, et donc d'un état au sein duquel la réversibilité du plein et du vide se voit scellée et actée. Ce paradoxe d'une atteinte du tout à partir du rien et d'un devenir rien via l'immersion dans le tout, on sait que Sartre l'a analysé et questionné dans son Saint-Genet, comédien et martyr, rapprochant la quête de Genet de la quête des mystiques. Et ce tour de passe-passe, il l'a condensé dans la phrase de Saint Jean de la Croix, pour arriver en tout, veiller à n'être rien. La langue de Claire le Jeune, qui éclot, relève véritablement d'une mystique sans Dieu, voire d'une mystique contre Dieu, et elle jaillit d'un rapt, d'un ravissement que l'on pourrait rapprocher du ravissement de l'Olvestein de Marguerite Duras, à ceci près que la dépossession se renverse chez Claire le Jeune en une espèce d'inflorescence, et que la théologie, en un seul mot, avec le A privatif, la théologie du féminin et de l'androgynie, génère un espace-temps où vivre, créer. Je fais une contraction des deux verbes. L'œuvre se constitue en terre d'asile où, à partir de la déposition de la loi, des figures comme Lilith, Antigone, le serpent, le dragon, donc où l'ensemble des muselés, font entendre leur voix et conquièrent littéralement leur être au monde. Au fil d'une poésie qui est terriblement organique, qui est indomptée, qui est indissolublement charnelle et spirituelle, en ayant défait le dualisme du corps et de l'esprit, le livre advient,
Il pousse véritablement sa tête ou il pousse son museau, parfois en expulsant l'autrice. Dans Mémoire de rien, Claire Lejeune écrit « Je fus expulsée de ce livre au matin du 30 juin 1972. » Un événement qui consonne avec l'expérience de l'écriture d'Hélène Cixous, car de son propre chef, c'est le livre qui sort de la nuit, qui sort des spasmes de l'inconscient et qui tisse un espace où la femme a inventé une langue, à reconquérir son corps, comme s'il y avait besoin d'une traversée des limbes et une traversée qui emprunte véritablement la voie de la violence et de la fureur, du vertige mais aussi du silence. Je cite Claire Lejeune dans Elle, publié au Cormier initialement. J'écris comme on forge, avec la même violence maîtresse, la même patience ardente à dénuder l'éclair. J'écris pour le plus petit nombre, poésie pour un seul et recevable par tous. L'ombre lumineuse de René Char s'étend sur l'œuvre de Claire Lejeune, sur ce poème, ou cet extrait de poème notamment, au travers de la thématique et du champ sémantique, de l'éclair, du feu, de la genèse et du puits. Le fantôme de Lautréamont s'agite également, à savoir son manifeste d'une poésie par tous et pour tous, qui se voit ici infléchie par Claire Lejeune dans une poésie pour un seul et recevable par tous. Dans ces poèmes qui sont véritablement des fleurs de lave, les plans inédits de l'écrire et du vivre se construisent et impliquent une redistribution des instances du je et du tu. Et aussi une pratique de noces textuelles sur laquelle je n'aurai pas le temps de m'appesantir, mais des noces textuelles avec René Char, Rimbaud, Blanchot ou encore René Thom, Héraclite aussi bien sûr. Le court-circuit de ma vie, avec la vie majuscule, écrit-elle. L'énergie de la poésie passe par la foudre, par un feu qui n'est pas un feu prométhéen, et par un vitalisme de la langue et du plan de l'être. On peut dire que comme chez Tsvetaïeva, les mots sont à la fois les silex et les étincelles que les silex produisent. Les vertus de l'éclair poétique sont inséparables d'une nouvelle manière d'habiter le temps, et c'est une manière générée véritablement par l'exercice poétique. Le territoire de Claire Lejeune n'est affilié qu'au mouvement perpétuel, au perpetuum mobile d'une poésie et plus encore d'une poétique, sans totalisation ni repos, sans unification ni fléchage théologique vers une synthèse qui serait pacifiée. Lorsque dans la geste, elle affirme, je la cite, « L'écriture m'accomplit, elle me délivre de moi-même puisqu'elle me livre, c'est là que je m'arrive, sur les pages du livre. Le livre lui-même serait-il port, plutôt le navire ?» Elle assigne dès lors comme lieu à la poésie, au livre, celui du bateau-ivre rimbaldien et celui de la haute mer et non de l'arrimage au port. Le cheminement poétique répond dès lors à l'activité de la pensée, telle que Leibniz l'a souvent mentionnée, souvent définie, dans une reprise qu'affectionnait Deleuze. « Je me croyais arrivé au port et je fus rejeté en pleine mer. » Pour ne pas excéder le temps imparti, je zappe un peu. Donc on peut dire que pour faire entendre l'inouï, ce qui n'a jamais été entendu, pour œuvrer à l'invention d'un espace-temps mental qui est délivré de l'assujettissement à la loi du nom du Père, l'esprit doit se désapprendre les recettes, les codes de pensée et véritablement forger une langue inédite afin de renouer les noces entre le verbe et le corps, entre la parole et la vie. J'aimerais insister, pour terminer, sur l'extrême singularité de la démarche poético-politique de Claire Lejeune, car elle se loge véritablement dans la recherche d'une nouvelle orientation de pensée, qui passe d'une tâche généalogique négative à une transfiguration constructive. Et dans ce mouvement, on peut dire qu'elle a mis à jour l'imposture dont s'est soutenu le règne du nom du Père. Envers et pendant de ce mouvement, l'exhumation de la pensée mère, en un seul mot, que Claire Lejeune déploie notamment dans le livre de la mère. Donc la révélation du sacrifice, dont s'est payée l'érection du pouvoir patriarcal de l'un,
exacerbe le réveil d'une langue mère qui fut occultée par la raison d'État. Et à travers la poétique de Claire Lejeune, les oubliés, au masculin ou au féminin, les exclus, les passagers et passagères clandestines de l'histoire, se forgent véritablement une voix avec E et une voix avec X qui sont propres. Lançant la pensée, la poésie en avant d'elle-même, Claire Lejeune les a littéralement illimitées. Ses conquêtes de territoires toujours nouveaux, ses tracés de paysages mentaux qui sont tendus entre des extrêmes, allégés de tout interdit, réinventent les coordonnées d'un réel qui ne croit plus en ses anciennes valeurs. Penser n'est rien s'il n'exalte les puissances de la vie, auxquelles il accède après avoir côtoyé l'abîme. Désolée de supprimer encore, mais je donnerai la version longue, peut-être qu'elle sera publiée, mais sans ça, ce sera trop long. Je ne sais si notre époque a pris toute la mesure de l'audace d'une entreprise qui n'a pas d'équivalent dans les lettres, et si l'époque, la nôtre particulièrement, a pris la mesure de la radicalité d'une démarche qui fut tout à la fois poétique, politique, existentielle et métaphysique. Flibustière de la pensée officielle, Claire Lejeune creusa la blessure immémoriale de la femme, dans un sens aussi lato sensu, pour la retourner en un chant libérateur. Elle qui dressa un autoportrait, sous la guise d'une clandestine, d'une contrebandière de la pensée, je la cite, fait précisément de la pensée l'instrument de métamorphose intérieure et d'un véritable recommencement de l'histoire. La défaisance des héritages mortifères passe également, je n'aurai pas le temps de le développer, par l'arpentage d'une voie généalogique dans laquelle Claire Lejeune côtoie Nietzsche, bien sûr, Lilith, que j'ai déjà mentionné, Rimbaud, Héraclite. Et au travers de sa poétique sauvage, de l'indompté, d'un corps soustrait à la tyrannie de l'esprit rationnel, Claire Lejeune nous livre véritablement un vertige de sensibles en acte et de concepts en mouvement. Et je terminerai sur la phrase de René Char, qui lui écrivait dans une lettre de 1966 « Il manquait à la poésie de ce temps une voix pourpre, nous l'avons désormais, et c'est à la voix pourpre de Claire que je dédie ce texte. » Merci.